Alors, merci d'être là pour m'écouter. Alors, j'ai commencé peut-être par parler un tout petit peu de mon expérience, un petit peu comment j'ai expérimenté le prana. Et puis après, je vais parler sur des thématiques un petit peu plus spécifiques qui vont en fait donner des lignes directrices sur peut-être comment aussi faire son expérience, comment de manière très pratique aussi avancer sur ce chemin-là. Alors, je parle de chemin déjà parce que pour moi, c'est pas un état, on va dire, qualitatif, où il y a tout est noir, où il y a tout est blanc. En fait, c'est vraiment un processus quantitatif où on va commencer de plus en plus à être indépendant au niveau de l'énergie. Alors, quand je dis être indépendant, c'est indépendant de la nourriture physique. Donc, c'est pas du jour au lendemain que ça s'installe. Ah, il y a quelques exceptions près, voilà, on va dire dans l'histoire, où il y a des personnes qui ont reçu la visite de l'Esprit Saint, puis ils sont passés à l'étape pranique. Mais là, je parle plutôt pour le commun des mortels. Euh, et puis là, dans ce processus, en fait, on peut créer un contexte idéal pour que le prana nous rattrape. Et puis, il y a différentes façons qu'on peut faire pour optimiser tout ça. Et il y a d'autres choses, en fait, qu'on devrait peut-être moins faire parce que c'est souvent basé sur l'ego. Alors ça, on va aussi en parler. Alors, si je reviens peut-être juste par rapport à moi et mon expérience, alors euh, j'ai deux casquettes. Alors, il y a un aspect du scientifique où je suis intéressé avec les états modifiés de conscience, que ce soit la méditation profonde ou les rêves lucides. Et il y a un autre aspect, je travaille avec le monde spirituel dans un contexte thérapeutique où je fais ce qu'on appelle la guérison spirituelle. Donc, je me mets en méditation et j'invite la présence du monde spirituel. Et c'est dans ce contexte-là que le prana s'est manifesté. C'était suite à des week-ends de guérison où j'étais peut-être pendant 5 heures, 6 heures en train de méditer avec le monde spirituel. Et ça, samedi et dimanche. Et puis, à partir du lundi, je commençais à avoir beaucoup moins d'appétit. Je commençais aussi à devoir moins dormir. Et ça me tenait sur 3, 4 jours, cette réaction-là. Et puis, ça s'est fait plusieurs fois, jusqu'à ce que je me dise, OK, là, il y a quelque chose. Et je suis allé voir un petit peu sur Internet. Je suis tombé sur le mot de prana. J'ai vu qu'il y avait aussi des processus qui se faisaient par rapport à ça. Et c'est là où je suis arrivé avec Henri Montfort, avec Nicolas Pilarz, du côté de l'Italie. Donc ça fait pas mal de temps de ça, ça fait peut-être 2015. Et depuis, ça a toujours été sur mon chemin, ça a toujours été là, ça se manifeste. Alors c'est pas toujours manifesté avec la même intensité. Donc il y a des périodes où j'ai un peu plus de temps aussi pour méditer. Là, spontanément, je vais plus penser à manger, dans le sens que mon corps aura tout ce qu'il a besoin, et puis ça va fonctionner comme ça. Et il y a d'autres périodes dans ma vie où je suis un peu plus dans le quotidien, je suis un peu plus dans mes activités. Et puis là, je vais quand même prendre des aliments. Alors, ça reste des aliments légers, mais je vais quand même prendre de la nourriture physique. Donc, il y a des fluctuations comme ça sur mon chemin. Je lâche prise, je laisse faire. Et vous allez peut-être comprendre aussi par rapport à ce que je vais expliquer après, pourquoi je lâche en fait par rapport peut-être à une certaine rigueur qu'il pourrait y avoir avec peut-être le mental contrôlant ou ok, on fait que ça ou que ça, etc. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est beaucoup plus l'expérience qui est en arrière-fond que, on va dire, la pointe de l'iceberg qui est visible sur l'aspect de l'alimentation. Cet aspect qui est beaucoup plus important, c'est cette conscience universelle. On pourrait parler de conscience pranique, mais c'est le fait de pouvoir goûter à sa spiritualité à chaque instant, c'est-à-dire de pouvoir aussi goûter le fait qu'on est un. Donc, on est tous des frères et sœurs, et on est même plus que des frères et sœurs sur ces planètes, on est vraiment tous un. Donc là, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on est tous des consciences individualisées, mais non séparées du tout. Donc le tout, l'univers, le cosmos, Dieu, on peut l'appeler comme on veut, il occupe tout l'espace manifesté et aussi l'espace non manifesté. Et on est ces créatures. Mais il y a aussi Dieu qui est en nous. Et ce Dieu, il est commun à tout le monde. On a le même Dieu parce qu'il est justement partout et universel. Donc, on aurait l'impression qu'on est séparés des uns des autres. Pourquoi c'est le cas? Parce qu'on a toujours une conscience qui est ici au niveau de la tête, parce que tous nos sens extérieurs, si ce n'est le toucher, nous ramènent ici vers les sens. Mais il suffirait, on va dire, de fermer les yeux quelques instants, on verrait que notre conscience peut être très mobile et puis se déplacer ailleurs.
Et puis si on va un petit peu plus loin, puis on commence à travailler sur les expériences de l'ego, c'est-à-dire la séparation, je définirais l'ego comme étant l'expérience de la séparation par rapport au tout, on va commencer à réaliser que tout ça, c'était des voiles d'illusion, et que plus bas, il y a vraiment un ressenti profond qu'on est tous connectés. Alors, ça va toucher le premier aspect de la thématique que j'aimerais proposer aujourd'hui, c'est par rapport à cette notion d'écologie, on va dire extérieure et intérieure. Alors, l'écologie, c'est la science, on va dire, de comment on est dans le milieu, ou on pourrait même utiliser un autre terme, qui est encore même plus approprié, la géobiologie. Alors, la géobiologie, c'est quoi? Ça vient du grec gé, la terre, bio, la vie, et puis logos, le savoir. Donc, c'est le savoir de comment la vie interagit avec la terre. Voilà, ça, c'est la définition de la géobiologie. Alors, il y a des gens qui font de la géobiologie, ils vont commencer à sentir un petit peu les énergies de l'endroit et voir comment ces énergies euh, influencent, affectent en fait les habitants de l'endroit ou ceux qui travaillent dans l'endroit. Mais en fait, par rapport au prana, on a besoin aussi d'être tous notre propre géobiologue. C'est-à-dire qu'on a besoin d'étendre notre conscience pour savoir qu'on est aussi notre environnement et savoir comment on interagit avec cet environnement. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que ça soit lié avec le prana? Alors, on pourrait dire ça comme ça, juste pour résumer, au niveau de la bioénergie, notre aura, donc notre biochamp, l'énergie qui est autour de notre corps physique, correspond à notre antenne réceptrice du prana. Et plus cette aura est grande, plus on aura accès à une certaine quantité de prana. Voilà. Donc si on commence à comprendre comment on interagit avec l'environnement, on va commencer à pouvoir grandir, à se détendre de plus en plus et de plus en plus s'identifier en fait au monde extérieur. Parce que l'histoire de notre ego, c'est de croire que là, il y a quelqu'un à l'intérieur de cette peau et à l'extérieur, il y a le reste de l'univers. Mais une fois qu'on réalise qu'on est le milieu, qu'on est les autres personnes, en fait, l'aura va commencer à grandir de plus en plus, jusqu'à ce qu'à un moment ou l'autre, elle s'étende jusqu'aux confins de l'univers. Et là, il n'y aura plus de notion d'intérieur ou d'extérieur. Et c'est là où, à mon avis, l'expérience du prana ou de la conscience pranique sera complète. Alors, c'est directement lié. Chaque expérience de l'ego va créer la distance entre ce que je vois à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Alors, aussi, il faut comprendre, c'est qu'on est dans une pièce de théâtre, et puis toutes les choses qui se passent à l'extérieur ne sont qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, si je vais commencer à prendre de bec avec une personne, je ferais mieux de me poser la question, quelle est la partie de moi qui n'est pas satisfaite? Ou quelle est la partie de moi qui va rentrer en résonance avec peut-être l'ego de l'autre personne, mais évidemment qui est déclenchée par mon ego. Et au fur et à mesure qu'on va commencer à déconstruire, on va dire, toutes ces expériences de séparation, il y a notre aura qui va commencer à grandir. Et ça va être de plus en plus facile à se connecter aux autres personnes, à se connecter aux vivants de manière large, c'est-à-dire pas seulement le monde des humains, mais le monde des animaux, des plantes, des minéraux, etc., jusqu'à faire un avec Gaïa ou la planète Terre. Alors, la planète Terre, c'est notre corps physique. Et ça, c'est pas une métaphore philosophique, c'est un fait. Alors, si on regarde juste déjà du point de vue chimique, nos atomes, c'est les atomes qu'on a peut-être empruntés avec le dernier concombre qu'on a mangé. Euh, ok, mais cet atome, il va repartir un moment ou l'autre dans le processus, donc il va retourner à la Terre, puis après j'aurai d'autres atomes qui viendront peut-être de l'arbre qui était en face de moi, de la pierre qui était là, etc. Donc il y aura tous ces atomes qui vont former nos molécules qui sont juste empruntés l'espace d'un instant. Et puis si on regarde du point de vue vibratoire, et du point de vue quantique, on va réaliser que notre conscience, elle n'est pas localisée juste à un endroit, donc elle peut être partout. Et justement, cette partie spirituelle est partout et manifestée sous toutes ses formes autour de nous. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est comment agrandir en fait notre aura pour être capable de recevoir plus de prana. Alors, comment y arriver? Dans le sens que cette prise de conscience qu'on a aussi notre environnement, ça ne doit pas rester au niveau du corps mental. On doit être capable de le ressentir au niveau du corps émotionnel et du corps physique. On pourrait imaginer qu'on est construit comme les poupées russes. Donc, il y a le corps physique qui est là, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Alors, le corps spirituel, lui, il n'a pas de souci. Hein. Lui, il est vraiment connecté avec la source. C'est de là qu'on a tout notre amour, toute notre lumière et aussi le savoir universel. Tout est parfait ici. Le problème, c'est quand on commence à diffuser ces informations, donc ces belles fréquences et ce savoir, il va commencer à bloquer au niveau du mental. Et c'est là où le troisième sujet que j'aimerais introduire, ce serait justement la méditation.
la méditation va nous permettre en fait de lâcher prise avec le mental, c'est-à-dire d'ouvrir des portes pour que le corps spirituel puisse diffuser ces belles énergies euh, et ces énergies évidemment qui vont permettre d'alimenter notre corps physique. Donc, je parle ici du prana, du chi, cette énergie de vie, juste dans les autres corps. Mais là, comme on a vu, la première étape, c'est d'ouvrir la porte du mental. Et puis après, ce qui va se passer, c'est qu'il y a peut-être l'émotionnel qui est aussi chargé. Il peut y avoir la peur, la colère, la tristesse. Et ça va être toute une étape qui aura besoin aussi d'être nettoyée avant de recevoir cette énergie jusque dans le corps physique. Alors, c'est vraiment un processus de diffusion qui peut prendre plusieurs années à diffuser la belle énergie de nos corps spirituels jusqu'au niveau cellulaire. Et la méditation, c'est la technique la plus efficace que je connaisse à l'heure actuelle. Alors, il y a plusieurs formes de méditation. Alors, euh, je vais peut-être profiter d'en parler maintenant. Euh, Moi, je pratique trois formes de méditation. La première méditation que je fais, si j'ai le mental qui est très actif, c'est de revenir juste au niveau de la respiration. À mon avis, c'est la méditation la plus simple. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une pensée qui vient, non seulement je ne l'alimente pas, mais en plus, avec ma conscience, je reviens dans la respiration. Donc, si vous voulez, toutes les 2 secondes, on a un rappel pour revenir dans le corps, dans l'ici et maintenant. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre quand je dis l'ici et maintenant, c'est euh, le maintenant, c'est la seule chose qui existe au niveau spirituel. Quand on est dans le maintenant, on est de nature spirituelle, et quand on est hors de l'instant présent, donc on pourrait dire à chaque fois qu'on a une pensée, on est juste identifié à notre ego. Et le prana peut commencer à diffuser quand on est dans l'instant présent. Voilà. Donc ça va être efficace pour deux aspects, justement ouvrir cette porte du mental, et ça va permettre aussi de nous guérir. Juste de manière passive, ça va permettre de nous guérir. Parce que si on regarde un tout petit peu derrière chaque pensée, on va réaliser que nos pensées sont les conséquences d'expériences traumatiques qui n'ont pas été résolues. Donc, si on n'écoute pas la pensée, mais le besoin qui est derrière la pensée, là, on va commencer à réaliser, ah, mais ok, là, j'aimerais bien être écouté parce que je ne sais pas, j'ai un manque d'estime de moi, ou ok, là, j'aimerais bien peut-être créer la dépendance chez l'autre personne parce que j'ai une blessure d'abandon qui s'active, ou etc., ou etc. Et puis à chaque fois, les pensées, elles sont aussi là pour contrôler ce qui va se passer, contrôler le futur. Le contrôle, c'est toujours basé sur la peur. Par contre, si j'ai complètement confiance dans l'expérience de la vie, je peux me reposer avec ma conscience dans l'instant présent. Mais l'histoire, c'est que si j'ai envie d'amener ma conscience dans l'instant présent, je dois passer au travers de qui je suis. Donc, je dois être capable d'accepter justement mon corps mental, émotionnel et physique. Et c'est justement ce cheminement avec la méditation. Et une fois que le mental a commencé à se ralentir, qu'on a une respiration abdominale, ça c'est très important parce que la plupart du temps, il y a le stress qui va s'accumuler autour de on va dire la ceinture du plexus solaire et va bloquer justement une respiration abdominale. Alors là, on peut aussi voir le lien entre le prana et puis le terme qu'on utilise respirien. C'est des gens qui se nourrissent par la respiration conscience. Et là, c'est la première étape, c'est d'être dans notre corps, avec notre conscience, dans cette respiration. Deuxième étape, c'est de monter son attention au niveau du chakra du cœur. Alors, toute guérison est basée sur l'amour inconditionnel. Alors, rien que le fait de s'amener beaucoup d'amour, de s'amener beaucoup euh, de belles énergies, va commencer justement tout le processus de guérison. Mais on ne pourra pas porter son attention sur un sentiment, par exemple, de gratitude, de sérénité, de plénitude, si on est avec le mental très actif. Donc la première étape, on a vu, c'est d'abord se désidentifier du mental, revenir dans notre corps physique, et une fois qu'on est bien détendu, bien posé dans notre corps, là, déplacer notre attention dans le chakra du cœur. Alors, dans certaines circonstances, c'est très facile, c'est très spontané de donner de l'amour à quelqu'un, alors que ce soit un être humain ou un animal de compagnie, ou etc. Mais c'est un petit peu plus rare les situations où on apprend, on va dire, à s'aimer. Et c'est ça, en fait, que je vous propose d'expérimenter dans cette méditation. C'est vraiment de réaliser que si on s'aime, ça va être toujours facile d'aimer ce qui se passe à l'extérieur. Ça va être facile d'aimer son travail, d'aimer son voisinage, d'aimer sa famille, d'aimer tout ce qui se passe autour. Simplement quand on commence à se connecter directement au travers de soi. Alors, cette notion d'énergie, on pourrait aussi la comprendre comme un courant d'information qui passe. Alors, si on regarde l'expérience de l'ego, c'est le fait de vouloir prendre. Donc,
on va prendre à l'extérieur pour compléter ce qu'on n'a pas. Par contre, quand on est dans l'amour inconditionnel, on part d'une expérience d'abondance. Donc, on a l'expérience complète et ça va être évidemment plus simple aussi pour partager cette expérience d'abondance. Parce qu'on ne va pas pouvoir donner de l'amour à quelqu'un si on n'est pas déjà dans cette expérience d'abondance. Donc, il y a d'abord cette première étape qu'on doit faire, c'est-à-dire remplir notre réservoir avec cette énergie. Et si, par exemple, chaque matin, vous trouvez du temps pour vous, pour méditer, pour vous aimer très fort, vous allez pouvoir être déjà dans une expérience complète, et chaque interaction avec l'univers ne va pas être prise, on va dire, comme, euh, on va dire, une résistance, comme une friction. Parce qu'évidemment, il y aura toujours un tout petit peu des enseignements de l'univers. On est venu ici sur Terre justement pour grandir dans notre spiritualité. Et la plupart du temps, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous dérange un tout petit peu, on aurait tendance, le premier réflexe, à vouloir bloquer cette expérience, à résister à ça. Or, en fait, ce serait le meilleur moyen pour perdre notre énergie. Au contraire, ce serait au travers du lâcher prise et se poser la question peut-être, qu'est-ce que j'ai à prendre dans cet instant-là? Alors, on peut se poser cette question, mais c'est pas nécessaire d'y répondre de manière mentale. C'est pas le mental qui aura la solution. C'est vraiment le ressenti. Donc, si j'arrive à ramener mon attention vers l'intérieur avec une belle fréquence vibratoire, je vais permettre à l'énergie d'aller exactement régler là où il y a une cristallisation. On peut parler d'égrégore ou de densité énergétique, c'est égal. C'est une information qui est dans mon aura ou dans mon corps physique, c'est égal, qui n'est pas en résonance, peut-être qui n'est pas en harmonie avec l'univers. Et puis, il y a un stimule extérieur qui va déclencher ce phénomène de résonance. Alors, les phénomènes de résonance les plus forts, bah, c'est souvent avec la famille, dans le couple, avec les collègues de travail, en fait, les personnes qui seront le plus proches au niveau du quotidien. Alors, à chaque fois qu'il y a une tension, le réflexe, ce serait de revenir dans le chakra du cœur et simplement s'aimer fort à cet instant-là. Et puis, notre âme, elle va prendre le relais, elle va prendre la responsabilité pour commencer à faire la guérison associée à ça. Et d'une fois à l'autre, on va vraiment réaliser que ces situations, d'une part, elles vont pas se produire, et puis qu'on sera chaque fois mieux par rapport à ces personnes, parce qu'on aura de plus en plus accepté le reflet que cette personne a ou que cette situation a vis-à-vis de qui on est. C'est comme si, l'espace d'un instant, on aurait pu sortir de ce corps et puis voir de l'extérieur le qui on est avec une certaine forme d'objectivité. Parce que quand on est à l'intérieur, on va toujours percevoir le monde au travers de cette grille de lecture. C'est comme si, par exemple, l'ego, ce serait, par exemple, de la poussière ou des salissures sur une fenêtre. Donc, je serais en train de regarder l'univers au travers de la fenêtre, et à chaque fois, j'aurai l'impression que l'univers, il est sale, il y a plein de problèmes. Mais en fait, si l'espace d'un instant, j'arrive à être de l'autre côté de la vitre, bah, je vais réaliser que, en fait, cette poussière, ces saletés, bah, en fait, ça fait partie de ma vision, en fait, de ma perception de la situation. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour nettoyer ça. Et au fur et à mesure, la fenêtre va commencer à devenir vraiment transparente. C'est-à-dire que je vais voir les faits tels qu'ils sont, sans aucun jugement, juste être témoin. Et ça, déjà, ça peut suffire à permettre beaucoup de guérison, autant pour soi que pour l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième méditation. Donc la première, respiration au niveau du nombril. La deuxième, c'est juste de s'aimer très fort. Alors on peut commencer avec un sentiment de gratitude, et au fur et à mesure, on va commencer à toucher ces énergies vraiment d'amour inconditionnel, et on va commencer à agrandir notre aura. Il n'y aura plus de compétition avec le monde, entre guillemets, extérieur, parce qu'au final, on est aussi ce monde extérieur, et il n'y aura plus de tension, plus de friction, il y aura juste une confiance, un lâcher-prise associé à ça. Et la troisième méditation, alors c'est une méditation qui est un petit peu plus compliquée, où il faudrait peut-être euh, quand même peut-être expérimenter avec quelqu'un qui a l'habitude, euh, ou lire un petit peu par rapport à ce sujet. Ce serait la connexion avec le monde spirituel. Et c'est justement au travers de cette expérience-là que j'ai eu mes expériences praniques il y a quelques années en arrière. Alors, c'est le fait d'inviter le monde spirituel. Alors, on peut le faire dans le cœur, on peut le faire aussi au niveau du nombril. Moi, je le fais dans la glande pinale. Donc, quand je déplace ma conscience dans la glande pinale, donc c'est une glande qui est vraiment au centre du crâne, si on colle notre langue en haut du palais, on a 2 centimètres de la glande pinéale. Alors, cette glande pinéale, c'est le portail pour communiquer alors des fréquences vibratoires, des informations du monde spirituel. Et c'est aussi là où on peut se connecter avec Dieu, avec la source, mais ça peut être aussi là où on peut se connecter avec ce qu'on appelle, en tout cas dans la médiumnité ou dans le chamanisme, des guides spirituels. Alors c'est au travers de ces présences en fait que j'ai pu me guérir beaucoup de choses et apprendre aussi à me connecter
sur des fréquences un petit peu différentes. Euh, Si ça vous intéresse pas tellement de travailler avec des guides spirituels, il n'y a pas de souci. Mettez cette expérience de côté, invitez simplement l'amour inconditionnel ou Dieu. Vous allez ressentir cette belle énergie qui va vous amener dans un taux vibratoire différent. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on est là, et puis que la source, c'est le soleil, et puis elle est quand même un petit peu plus loin. Alors on est d'accord, on est Dieu. Mais cette distance, c'est une distance vibratoire. Ça veut dire que dans notre quotidien, on ne sera pas toujours dans une extase spirituelle avec un grand sourire. On aura parfois un petit peu des hauts, des bas, etc. On ne sera pas toujours non plus que notre conscience dans l'instant présent. Donc c'est ça qui représente cette distance vibratoire. Alors le monde spirituel, c'est pas une présence qui nous demandera à payer une taxe énergétique pour pouvoir se connecter à la source. Non, c'est des présences qui vont venir nous aider, donc ce qu'on appelle un guide spirituel ou un ange gardien, euh, qui vont nous aider en fait à changer notre fréquence pour se rapprocher de la source. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La méditation va commencer à devenir de la transe. Donc ça sera une méditation plus profonde. Et dans ces états-là, c'est fréquent d'oublier en fait notre corps physique. On aura peut-être des impressions qu'on va commencer à gonfler, à grandir. Là, qu'est-ce qui va se passer? Notre conscience va se déplacer plus dans notre corps astral, notre corps énergétique, et on va prendre conscience justement de cet agrandissement vibratoire. On a aussi la notion de temps qui disparaît, on a la notion de séparation qui disparaît. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on a vraiment l'impression qu'on fait partie du tout, qu'on n'est pas une partie, on va dire, isolée, séparée de l'expérience d'amour inconditionnel. Et c'est dans cet état-là où la prise de prana est la plus efficace. En tout cas, pour moi, dans mon expérience, c'est comme ça que je l'ai expérimenté. Donc l'idée, ce serait de pouvoir simplement, de manière quotidienne, augmenter ces temps où on est un avec tout l'univers. Parce que de manière naturelle, on va se faire nourrir de cette information. Parce que si je devrais définir le prana, euh, pour moi, c'est pas juste, on va dire, des petites molécules d'ATP qui viennent. Par exemple, si on mange une tranche de pain, il y a notre corps qui va digérer la tranche de pain et qui va amener euh, donc l'amidon qui va décomposer tout ça et récupérer ces petites molécules d'énergie qu'on appelle ATP vers chacune des cellules. Donc pour moi, c'est une information. Et cette information, elle va toujours rester aussi à l'extérieur de moi. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je prends l'information qu'il y aura moins cette information à l'extérieur. Donc, si je suis dans un endroit restreint et puis qu'il y a beaucoup de personnes praniques, c'est pas parce qu'ils sont en train de manger du prana que moi j'en aurai moins à manger. Au contraire, ça sera plus facile pour moi de me connecter à l'énergie du prana parce que comme eux, ils ont l'habitude, leur aura va aussi m'enseigner à me connecter plus facilement au prana. C'est pour ça que souvent dans ces processus, ce qui est intéressant, c'est de méditer avec ceux qui ont l'expérience du prana, parce que notre aura va apprendre de l'autre personne, va faire comme un copier-coller sur ah comment toi tu fais pour accéder avec cette énergie, accéder à cette information. Et cette information va connecter pas seulement au niveau cellulaire, mais au niveau aussi du corps émotionnel et du corps mental. Donc les premières prises de prana, si on peut dire ça comme ça, on va peut-être pas forcément tout de suite sentir un appétit qui change. Par contre, les premières choses qu'on va sentir, c'est qu'on va moins s'identifier à notre émotionnel, on va commencer à avoir une pensée plus large. Au lieu de penser moi, on va commencer à penser, OK, l'humanité, qu'est-ce qui va se passer pour la prochaine génération, etc. Il y aura une vision plus détachée, plus dans son ensemble, et on va aussi accéder à une forme de lucidité, comme une forme d'objectivité par rapport aux faits qui sont là. Donc on sera moins pris, on va dire, dans les vagues et les aléas de la vie avec l'émotionnel. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça sera lié au corps émotionnel. Il va commencer à y avoir aussi un nettoyage qui va s'enclencher. Alors, le nettoyage en tant que tel, il n'est pas forcément toujours agréable. Euh, alors, là, j'aurais peut-être envie de préciser, c'est que pour faire un chemin spirituel, on n'a pas besoin de tout le temps aller nettoyer là où il y a des problèmes. On peut aussi se concentrer sur des choses positives. Par exemple, si je me concentre sur la joie, donc si j'amène mon attention sur cette énergie-là, si j'invite dans mes méditations l'expérience de la joie, de manière naturelle, les parties de moi qui sont en train de rentrer en résonance avec la tristesse vont commencer à se nettoyer et à partir. Donc, j'aurais même pas besoin de porter mon attention sur la tristesse pour l'enlever. Parce que on parle souvent de guérison et de processus, et puis souvent on associe, j'ai envie de dire, presque la souffrance avec une évolution spirituelle. En fait, plus j'avance dans mes méditations, plus je réalise que les grosses transformations se font
dans le silence, se font dans, dans la douceur et se font en se concentrant justement sur les choses positives. Alors, ça peut être aussi un garde-fou intéressant si on choisit le chemin du prana pour retrouver la connexion avec notre âme, retrouver la connexion avec Dieu, pour savoir si on est en train de forcer une dynamique. Est-ce que c'est mon mental contrôlant qui cherche à forcer quelque chose sur mon corps physique, ou est-ce que c'est vraiment simplement une résistance qui est en train de se transmuter pour disparaître? Donc c'est important de savoir quand est-ce qu'on est dans l'un, c'est-à-dire dans le lâcher prise, ou est-ce qu'on est dans le contrôle. Donc encore une fois, le contrôle, c'est basé sur la peur. C'est d'avoir peur de lâcher quelque chose. Alors, par rapport à cette dynamique-là, où la méditation va nous permettre d'être dans un état vibratoire différent, où on va pouvoir se connecter au tout, il y aura cette prise de prana qui va commencer à s'installer de plus en plus. Et ça va aussi commencer à changer le mode de fonctionnement électrique du cerveau. Alors, quelqu'un qui est très stressé, il sera plutôt dans les fréquences bêta, bêta supérieures. Alors, bêta, c'est entre 15 et 30 Hertz. Donc, la personne sera plutôt en permanence vers les 30 Hertz. Et si cette personne commence à méditer régulièrement, elle va plutôt commencer à descendre vers les fréquences basses, euh, bêta, donc vers les 15 Hertz. Et quelqu'un qui est en permanence connecté avec sa nature spirituelle, qui est aussi ouvert avec sa sensibilité énergétique avec le reste de l'univers, va même commencer à glisser aussi dans les alphas. Et ça, c'est quelque chose qui va se produire au niveau du quotidien. Ça veut dire que cette personne, elle aura aussi un ressenti qui va être un petit peu particulier parce qu'elle sera en permanence aussi en connexion avec son subconscient. Alors, normalement, le subconscient, on se connecte avec seulement pendant les rêves. Alors, quand on rêve, notre cerveau va aller dans une période de temps qu'on appelle justement le sommeil paradoxal. Alors, paradoxal parce que le cerveau est très actif et le corps est comme paralysé. Alors, on peut l'appeler aussi le REM, le Rapid Eye Movement, donc la phase de mouvement oculaire rapide. Et c'est justement là où on aura les rêves. Alors, les rêves, c'est une porte d'entrée vers le subconscient. C'est justement pour régler un petit peu les problèmes, on va dire qu'on a en fait, c'est les enseignements en cours de route par rapport à notre spiritualité. Parce que sans s'en rendre compte, on est presque en permanence comme en autopilote dans notre quotidien. Alors, on est en autopilote par rapport à plein de programmations qu'on a acceptées, on va dire, par rapport à notre environnement. Alors, ça peut être par rapport à notre contexte familial, religieux, culturel, etc. Et en fait, on sera juste en permanence en train de réagir dans l'univers par rapport à ça. Et quand il y a une interaction avec une friction à l'extérieur, là, on va commencer à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça va nous permettre d'enlever les programmations limitantes ou de créer des nouvelles positives. Et ça, c'est justement quand le conscient interagit avec le subconscient. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle quand on descend vers les ondes alpha. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand on commence à méditer, puis le cerveau il commence à changer un peu ses fréquences, on va interagir non seulement avec notre nature spirituelle de manière plus directe, mais aussi un petit peu avec nos zones d'ombre. Donc, on va être témoin en fait d'une guérison intérieure qui se passe. Alors, rien que le fait de ne pas alimenter les pensées, c'est une guérison passive. Alors, pourquoi passive? Par exemple, si je ne sais pas, je m'inquiète par exemple de la santé de ma mère, peut-être que j'aimerais pas qu'elle parte de l'autre côté. Donc j'ai peur de son absence. Ok, alors peut-être ça c'est les besoins de l'âme qui sont derrière. Et comme conséquence, j'ai mon mental qui s'active souvent à savoir comment elle se porte. Voilà. Alors là, l'idée c'est pas de nourrir la pensée associée à la peur de son départ, par exemple, mais c'est juste d'alimenter de l'amour par rapport à ma blessure d'âme. Je sais pas, d'abandon, de solitude, etc. Jusqu'à ce que j'ai plus besoin de manifester cette peur-là ou ces schémas de pensée. Alors, la guérison passive, c'est justement le fait de ne plus alimenter cet égrégore. Alors, un égrégore, c'est quoi? C'est simplement une information vibratoire qui est justement dans notre aura. On peut parler d'égrégore. Donc, c'est ex gregarium, ça veut dire hors du troupeau. Donc, un égrégore, c'est des pensées collectives. Alors, si vous voulez, nous, on a des égrégores seulement avec notre pensée. En tout cas, ces paquets d'informations sont là dans notre aura. Et puis on peut aussi guérir de manière active, c'est-à-dire quand on prend conscience d'une résistance interne, ou d'une émotion, ou d'un schéma limitatif, simplement d'amener notre conscience avec de l'amour inconditionnel dans cette résistance. Donc, il n'y a pas besoin de rentrer dedans et de l'alimenter. Si par exemple je ressens de la tristesse, l'idée c'est pas de plonger dans la tristesse et la ressentir pour l'amplifier. L'idée c'est de prendre conscience que la tristesse et de rester connecté avec ma fréquence vibratoire dans le cœur.
juste d'être le témoin qu'il y a cette tristesse qui se manifeste dans l'ici et maintenant. Et juste en alimentant cette belle fréquence, ça va permettre à cette tristesse de se transmuter, de disparaître. Donc c'est très précieux, cette méditation, parce que ça va tout nous amener. Ça va être et le chemin vers le prana, et ça va être et le prana lui-même. Parce que rien que le fait d'être dans cet état de méditation, c'est déjà l'expérience de cette conscience universelle, de cette conscience pranique. Et une fois que le corps émotionnel sera nettoyé, il y aura un travail qui va se faire après au niveau cellulaire. Donc toutes les tensions du corps, toutes les tensions qui ont été accumulées au travers de notre parcours de vie, sont en fait des cristallisations émotionnelles qui ont été suffisamment denses pour qu'il y ait un impact dans le corps physique. Donc déjà, en travaillant sur notre corps émotionnel, il y a beaucoup de tensions dans le corps qui vont disparaître. Mais des fois, c'est plutôt le corps qui nous appelle à certains endroits, et puis du coup, on va pouvoir commencer à libérer l'émotionnel qui est derrière, ou le schéma limitatif qui est derrière. En fait, on pourrait revenir sur cette poupée russe qu'on avait parlé au départ. À chaque fois qu'il y a un problème dans le corps physique, il y a une émotion qui était accumulée ici. Il y a une programmation limitante qui était manifestée, on va dire, au niveau du corps mental, et on remonte jusqu'au niveau du corps spirituel. Alors, notre corps spirituel, c'est la connexion avec Dieu. Dieu, d'accord, c'est la perfection, c'est l'amour inconditionnel, mais des fois, cette connexion, elle n'est pas complète. Donc, toutes les parties de moi euh, qui seraient associées avec des peurs ou des doutes de reconnaître ma nature divine vont créer des problèmes au travers de tous les autres corps avec le temps. Voilà. Donc, là, ce que je suis en train de vous partager, c'est que l'expérience du prana, c'est un chemin de guérison, aussi simple et basique que ça. C'est le fait d'ouvrir la porte à sa spiritualité, à l'amour inconditionnel, et d'être simplement témoin de ces énergies qui vont commencer à faire un travail intérieur. Alors, c'est pour ça que je vous parlais que pour moi, le prana, c'est plutôt une expérience quantitative. C'est depuis combien de temps je laisse ces énergies diffuser, jusqu'à quel corps j'ai pu commencer à travailler, quelle guérison j'ai pu faire, etc. Mais la beauté dans tout ça, c'est pas le fait de plus manger ou pas, c'est le fait de pouvoir être connecté dans l'amour inconditionnel avec tout ce qui se passe autour de nous. Parce que c'est au travers du bonheur que l'on va pouvoir commencer à nourrir nos cellules. Donc on ne devrait pas chercher le prana pour le prana, on devrait chercher, on va dire, le bonheur, et par conséquent, il y aura le prana qui sera là aussi. Parce que si on regarde, euh, il y a pas mal de personnes qui cherchent le prana, et puis il y aura plein de belles raisons, mais il y aura aussi des raisons cachées. Par exemple, si je regarde le début de mon parcours, il y avait une partie de moi qui ne voulait pas forcément rester ici sur Terre. Alors, j'avais de très belles expériences dans mon parcours de vie, mais il y avait aussi d'autres choses qui étaient un petit peu plus difficiles. Et pour moi, l'expérience de vie ici sur Terre, c'est autant l'acceptation de sa nature spirituelle, donc c'est l'énergie du divin qui vient par le coronal, et autant l'énergie du sacré qui vient par le coccyx, le premier chakra. Ça, c'est l'acceptation de son incarnation. Et c'est au travers de ces deux acceptations qu'on va commencer à connecter dans le chakra du cœur avec l'énergie du divin et puis l'énergie du sacré. Donc, si vous voulez, l'expérience humaine, elle est très particulière. On est des êtres spirituels qui avons une expérience matérielle. Et c'est justement l'interaction de ces deux énergies qui nous permettent d'alimenter notre corps physique. Donc, on revient de nouveau avec cette histoire de prana. Et ça se passe dans cette centrale de redistribution, le cœur, où il y a justement ces deux énergies qui arrivent. Parce que si je regarde, euh, il y a quelques années en arrière, quand je commençais à m'intéresser au prana, j'étais peut-être bien connecté avec l'énergie divine, mais j'étais pas forcément bien connecté avec l'énergie du sacré. Et si je regarde un tout petit peu la communauté des Respiriens, alors tout ce que je vous dis, évidemment, vous prenez si ça fait du sens pour vous ou pas. Euh, Sinon, vous mettez simplement de côté et vous me pardonnez si je vous ai un tout petit peu bousculé. Mais si je regarde la communauté des Respiriens à l'heure actuelle, en tout cas ceux qui s'intéressent au prana, souvent ce sont des enfants qu'on appelle indigos. Ce sont des êtres qui sont sensibles, qui se souviennent qu'ils sont de nature spirituelle, qui ont l'impression qu'ils sont là pour venir aider le collectif. Donc c'est des gens spontanément qui sont sur le donner, qui sont avec l'ouverture du cœur, donc tout ça c'est beau, c'est parfait. Mais souvent ils sont, ils sont avec un peu plus de difficulté sur la connexion avec la Terre. Si vous voulez, le chemin d'évolution, il commence depuis le coronal. Ils savent qu'ils sont de nature spirituelle et ils commencent de plus en plus à comprendre, on peut dire ça comme ça, le plan divin, à pouvoir l'exprimer, à le ressentir, à pouvoir le partager au niveau du cœur. Et puis après, c'est la prise de position, c'est où je suis dans l'univers, comment j'occupe mon espace par rapport à ça. Déjà là, ça commence à poser des problèmes avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue, etc. Deuxième chakra, le féminin, le masculin sacré, ou l'action et le repos. Là, ça peut aussi poser beaucoup de problèmes. Et après, le premier, c'est la sécurité.
Donc souvent, les 3 premiers chakras sont les chakras en fait qui posent un peu problème, aux indigos. Ils sont très forts dans les chakras du dessus et ils ont besoin d'un peu plus d'attention pour les chakras du dessous. Et puis le prana, en fait, c'est justement un travail qui se fait au travers de l'énergie du sacré. Donc c'est vraiment les 3 premiers chakras. C'est pour ça que c'est au travers de tout un gros processus spirituel et de guérison qu'on va commencer à déboucher, sur ces énergies-là. Alors il y a d'autres personnes qui sont aussi beaucoup plus ancrées, qui arrivent aussi à transformer, à activer leur machine, par rapport au prana. Donc ça, c'est des gens qui ont mis en avant aussi beaucoup l'énergie vibratoire de leur corps physique. Alors tous ceux qui font du yoga, ça c'est vraiment une pratique, qui est fantastique, mais ça peut être aussi des exercices de respiration, comme le qigong ou d'autres choses comme ça. Ça c'est parfait. Là, ce que je vous partage, en fait, c'est un processus qui pourrait peut-être être un petit peu plus long, mais qui va commencer, on va dire, avec l'ouverture du septième chakra, et puis qui va commencer gentiment à migrer, à diffuser au travers des différents corps, jusqu'à arriver dans le premier chakra. Alors, c'est un processus qui nous permet de nous libérer en se connectant à l'amour inconditionnel. Voilà. Alors, chacun a son chemin, chacun a sa stratégie. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si on fait quelque chose qui nous amène le bonheur, on est sur la bonne voie. Alors, le bonheur, j'aimerais aussi peut-être un peu plus spécifier ce que c'est pas juste quelque chose d'éphémère, c'est un état d'être. Parce que on peut boire une bière avec des amis, le fait de boire la bière, ça sera peut-être très court dans le temps, donc ça sera de la joie. Par contre, de partager une amitié avec ceux qui sont autour de la table, cette amitié, elle va peut-être perdurer dans le temps, elle va aussi nous amener justement ce bonheur. Alors, c'est tous les comportements qui vont nous permettre d'augmenter ce taux vibratoire sur le long terme. Et c'est pas si par exemple un jour je me tords la cheville ou je loupe mon train ou etc., que mon bonheur va diminuer. Même si ça m'arrive, c'est pas grave, j'ai mon bonheur qui est stable et constant. C'est pas quelque chose qui fluctue à chaque instant. Alors, on pourrait mettre nos comportements en deux catégories. Alors, il y a des comportements de consommation et des comportements d'harmonisation. Et plus on va être capable de faire des choses ou d'expérimenter des choses dans cette deuxième catégorie, plus notre taux vibratoire va monter et plus on sera heureux. Et de manière naturelle, quand on est heureux, on va être bien à la maison avec notre conscience. Parce que là, c'est quelque chose qui est aussi très important de comprendre. Si ma conscience est à l'extérieur, je ne vais pas pouvoir m'alimenter de prana de la même façon que si je suis à l'intérieur avec ma conscience. Alors, il y a une citation qui dit que l'énergie suit là où on porte notre attention. Alors, c'est vraiment le cas, et dans l'expérience du prana, c'est fondamental de le savoir à chaque instant. Donc, l'idéal, ce serait d'être en permanence dans l'instant présent, à la maison avec notre conscience. Alors, quand je dis à la maison, c'est pas pour de nouveau créer la différence entre l'intérieur ou l'extérieur, c'est-à-dire d'être depuis l'intérieur ouvert à l'extérieur. Il n'y a pas de porte fermée par rapport à l'extérieur. Mais depuis ici, avec ma colonne vertébrale, je peux canaliser les énergies du divin et du sacré. Et depuis cette expérience-là, je peux goûter tout l'univers. Il y a pas de limitation par rapport à ça. Donc, c'est pas cette notion d'être à la maison où on ferme la porte quand on rentre chez soi. C'est plutôt quand on est à la maison, on ouvre grand les fenêtres, on ouvre grand la porte et on peut se connecter au tout. Alors, par rapport à tout ça, si je résume un tout petit peu, l'instant présent, c'est la clé. Et puis, un des moyens, en tout cas le moyen le plus efficace que je connaisse, c'est la méditation. Et là, il y a 3 méditations qui vont vous permettre d'amener ce chemin de guérison, ce chemin de prana. Donc, la première, c'est la respiration au niveau du nombril. Ça, c'est quelque chose qui est plus facile, on va dire c'est comme ça, parce que toutes les 2 secondes, on a un rappel de où est-ce qu'on doit mettre notre attention. Deuxième étape, c'est d'apprendre à s'aimer très fort, parce que l'amour, c'est le moyen de communication avec l'univers. C'est le moyen de s'alimenter au niveau du prana. En fait, à un moment ou l'autre, on va réaliser que tout est illusion autour de nous, et la seule chose qui est véritable, c'est l'amour inconditionnel. Il y aura tous les autres paramètres, toutes les autres identifications qui vont commencer gentiment à exploser. C'est comme si on allait flotter dans un no man's land, dans un endroit où il y a plus de repères extérieurs. Euh, et puis la seule chose qui va nous rattacher à peut-être le qui on est, ça va être justement la connexion avec cette énergie. Et puis, troisième méditation, de se connecter dans la glande pinéale et puis d'inviter justement le monde spirituel. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment d'inviter peut-être la source ou votre ange gardien ou peu importe, ça dépend qu'est-ce que vous pratiquez comme
comme méditation, comme religion, etc. Mais vous allez voir qu'il y aura vraiment une aide du monde spirituel qui peut venir et nous aider à être dans des fréquences plus élevées. Par rapport à ça, si on regarde les respiriens à l'heure actuelle, on pourrait mettre trois grandes catégories. Il y a des gens qui sont, euh, on va dire plutôt les yogis. C'est les gens qui ont été capables de nettoyer tous les schémas limitatifs, toutes les mémoires, on va dire au niveau cellulaire, et qui arrivent à activer leur moteur en mettant leur attention justement dans l'activation de l'énergie de leur corps physique, à faire monter leur taux vibratoire au niveau cellulaire pour la prise de prana. Alors ça, c'est des gens qui seront euh, sur le long terme toujours en train de pratiquer quelque chose, du qigong, du yoga ou des choses comme ça. Ça, c'est, j'aurais dire, la catégorie des yogis. Deuxième catégorie, c'est des gens qui ont pu expérimenter le prana justement au travers du monde spirituel. Il y a beaucoup de médiums, de chamans, de guérisseurs qui ont pu goûter à l'expérience du prana ou qui travaillent justement sur l'expérience du prana. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en se connectant avec le monde spirituel, leur fréquence vibratoire, elle change. Et là, il y a cette prise d'énergie supplémentaire qui se peut. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie malheureusement qu'il y a un peu moins à l'heure actuelle. Je veux dire, c'est ceux qui ont une foi immense. Euh, si on regarde le siècle dernier, les premières personnes qu'on fait parler du prana, c'était justement des personnes qui étaient complètement dirigées avec leur attention vers Dieu, qui avaient une foi incommensurable. Et il y a eu cette expérience du prana qui s'est manifestée de manière spontanée. Voilà. Donc c'est un petit peu les trois catégories de praniques que j'ai observées jusqu'à maintenant. Voilà. Mais j'ai envie de dire ça comme ça, il n'y a pas de raccourci par rapport à cette expérience. Alors, ce qui est important, c'est d'être à l'aise sur le chemin où est-ce qu'on en est. Parce que c'est le fait de rattacher, on va dire, notre évolution spirituelle avec cette pratique qui va être intéressant. Parce qu'on peut trouver notre spiritualité sous plein de formes différentes. Ça peut être au travers de la musique, ça peut être au travers de la peinture, ça peut être au travers, j'ai parlé de la méditation, mais ça peut être au travers des mantras, etc. Il peut y avoir beaucoup de chemins différents. Donc, on va dire, c'est qu'un chemin parmi d'autres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce chemin nous permet aussi de nous connecter de manière très directe avec le corps physique. C'est pour ça que je privilégie ce chemin du prana. Il nous oblige aussi de, de pas s'oublier dans l'instant présent ici sur Terre. Parce que ce serait facile un petit peu de s'enfermer dans sa méditation et de devenir un petit peu un ermite, et puis d'être bien dans notre bulle, mais dès qu'on doit interagir avec le voisinage, avec le reste, avec le reste du monde, que là, il y aurait des problèmes. Donc, le fait d'être pranique, bah, ça nous oblige à revenir à chaque fois dans le corps, dans l'instant. Voilà. S'il y a des questions, alors peut-être volontiers, Fabio. Sinon, je Ouais, ouais. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez venir ici, dans l'ordinateur. volontiers. Faites la question. Oui, je veux Ah, tu parles. oui, Non, tu parles, tu parles. c'est bon. Fort. Oui, je n'ai pas trop compris la méditation par l'interférence de la glande pinale. J'aimerais bien avoir des informations un peu plus précises et puis des méthodes de praticité de cette. Mhm. D'accord, très bien. Au clair, Alors, par rapport, oui, merci bien. Ouais. Alors, par rapport à la glande pinéale, donc la glande pinéale, c'est un endroit géographique, hein, donc c'est l'endroit au centre du crâne. Alors, rien que le fait de porter notre attention sur cette glande pinéale, ça va commencer déjà à travailler sur le septième chakra. Septième chakra, c'est la connexion avec notre spiritualité. Donc, rien que le fait de respirer en conscience dans la glande pinéale, on va augmenter la prise de prana. Mais là, ce que je vous propose, c'est d'inviter aussi le monde spirituel. Alors ça, c'est une démarche qui est un petit peu particulière. On pourrait dire ça comme ça, c'est la démarche des chamans, c'est la démarche des médiums. C'est peut-être pas forcément quelque chose qui est commun, mais ça a été mon chemin. Si on regarde, c'est le chemin aussi de beaucoup de praniques. Il y a beaucoup de respiriens qui sont chamans ou qui sont justement guérisseurs spirituels ou à faire la canalisation avec la médiumnité. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est une expérience. Alors, ce serait peut-être une expérience sur une dizaine de minutes. Je vais vous proposer de faire simplement une méditation de 5 minutes. C'est-à-dire, vous allez juste rester avec vous-même, en conscience, et voir comment vous allez peut-être pouvoir peut-être calmer vos pensées, pouvoir être bien
avec vous-même dans cette fréquence. Et après 5 minutes, on va poser l'intention de se connecter avec le monde spirituel et vous allez simplement pouvoir expérimenter la différence de vos vibrations, comment votre cerveau va changer de fonctionnement et comment votre chakra du cœur va commencer à pulser différemment quand il y aura cette présence extérieure. D'accord? Alors, on va peut-être simplement bien se poser sur le siège, si vous êtes dans l'herbe ou où est-ce que vous pouvez. Donc, bien vous poser, que le corps puisse être détendu. Donc, on va faire juste, on va dire 2 fois 4 minutes. C'est une petite méditation. OK, très bien. Et puis, la première étape, donc, on va juste fermer les yeux. On va juste revenir vers son centre. Et puis là, je vais vous proposer justement de déplacer votre attention dans la glande pinéale. Alors, on ferme les yeux. On observe simplement la respiration qui va gentiment devenir de plus en plus régulière. Et on va déplacer cette attention et la garder dans l'endroit de la glande pinéale. Puis on va faire ça quelques minutes. Si vous avez la moindre pensée, ne l'alimentez pas, revenez simplement dans la glande pinéale. Puis, proposez, gardez simplement les yeux fermés, cette concentration dans la glande pinéale, et on va faire quelque chose de plus, on va simplement poser une intention de se connecter au monde spirituel. Vous pouvez inviter la source, inviter Dieu, inviter votre guide spirituel, simplement ouvrir la porte. Donc vous êtes dans cette belle fréquence vibratoire, dans la glande pinéale, et vous posez l'intention de vous connecter avec le monde spirituel. Et simplement observer les changements vibratoires que vous allez pouvoir expérimenter dans votre vie.
soyez juste attentif un petit peu à votre état de conscience maintenant, à comment votre mental peut être détendu, si vous avez pu sentir quelque chose au niveau physique. Alors, l'idée, c'était d'avoir comparé entre les premières minutes, les premières 2 minutes, et puis les 3-4 minutes qu'on suivit. Euh, j'ai envie de dire, c'est comme faire la différence entre prendre l'escalier euh, ou, on va dire, prendre l'ascenseur. Dès qu'on se connecte au monde spirituel, il y a beaucoup plus d'échanges au niveau vibratoire. Et puis, ça va nous permettre d'aller dans des états modifiés de conscience aussi, un peu plus profonds. Et c'est là où il y aura cette prise de prana aussi qui sera plus efficace. Est-ce que ça a répondu à votre question? Répète, répète. Ah, je disais oui, ça aurait répondu à une partie de ma question, mais bon, je pense que j'ai encore pas mal de recherches à faire. Hmm. Et je vous remercie. Ok. Oui. C'est- Alors, j'ai envie de dire, cette expérience-là, c'est pas forcément au niveau du mental que ça se passe, parce que même si on lit beaucoup de livres, c'est pas ça non plus qui va nous amener à l'expérience profonde, on va dire, du ressenti. Euh, J'aime bien la métaphore avec le chocolat, surtout dans les conférences de respirianisme. Si je décris le goût du chocolat sur un livre de 500 pages, quelqu'un qui sera très attentif dans la lecture de ce livre, il n'aura qu'une vague idée de ce que c'est le goût du chocolat. Par contre, si on tend un carré de chocolat à quelqu'un, s'il il le mange, 2-3 secondes après, il sait exactement ce que c'est le goût du chocolat. Alors là, l'idée, ce serait d'expérimenter la méditation, d'expérimenter le comment vous arrivez à vous connecter au tout, à comment vous arrivez à vous donner cet amour, et aussi comment vous arrivez à vous connecter avec votre guide spirituel, avec la source, etc. Donc c'est un chemin aussi d'exploration. C'est pas forcément quelque chose qui s'apprend juste en un week-end, mais c'est quelque chose qui peut s'installer de plus en plus. Et si vous faites de la méditation de manière quotidienne, et à chaque fois il y a cette intention qui est posée, très rapidement il y aura des résultats. Est-ce qu'il y aura une autre question? Au début, tu avais mentionné que possiblement tu nous donnerais quoi ne pas faire. Et puis, Oui, oui, c'est juste, c'est juste. Alors j'en ai touché un tout petit peu. C'est quand j'ai parlé du contrôle du mental, en fait, qui contrôlerait l'expérience. Alors là, ce qu'on veut, c'est une très bonne collaboration entre les corps. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une voie commune entre le corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Parce que souvent, le mental, il a son propre agenda, il a envie de partir dans cette direction. L'émotionnel, lui, il s'intéresse à ça. Le corps physique, lui, il est dans l'autre direction. Et au final, on se perd. Et là, l'énergie, elle va pas là où il faut. Et il y a justement des cristallisations qui s'installent. Donc, quand on fait un travail avec un corps, c'est important qu'on soit en collaboration et pas en opposition. Alors, si je prends peut-être une métaphore associée à ça, euh, j'ai un ami de mon père qui a fait beaucoup de sport toute sa vie, il était marathonien, et actuellement, il a énormément de problèmes au niveau du dos, au niveau des articulations, en fait, il a des douleurs partout. Or, c'était un sportif professionnel, et il devrait, parce qu'il a fait beaucoup de sport, il devrait être en pleine forme. Or, peut-être que le sport qu'il a fait, c'était pas en harmonie avec son corps physique, c'était plutôt en contrôlant dans un mode de compétition. Et si on commence gentiment à faire des pauses alimentaires, il faut que ça soit en collaboration avec son corps physique et pas en opposition. Parce que si on fait des pauses alimentaires, il faut que ça soit, on va dire, euh, une envie de notre corps physique et pas simplement une envie de notre mental basée sur une expérience de l'ego. Alors, je vous ai parlé un tout petit peu du début de mon parcours où je vous ai dit qu'il y avait une partie de moi qui était très contente ici sur Terre avec l'énergie du divin, mais peut-être un petit peu moins avec l'expérience du sacré. Et puis, c'est eu tout un chemin, on va dire, d'acceptation de son passé, des expériences traumatiques, pardonner aux autres, se pardonner, etc., nettoyer les émotions lourdes. Donc, tout ce chemin de nettoyage nous permet en fait d'accepter l'ici et maintenant aussi au travers de notre corps physique. Donc, c'est très intéressant le prana parce que c'est pas fuir là-bas pour aller chercher l'énergie, c'est d'amener cette énergie dans l'ici et maintenant dans notre corps. Donc, c'est vraiment le spirituel qui rejoint l'énergie du sacré. Et puis, le deuxième aspect, c'est par rapport à l'expérience du prana. L'ego va toujours chercher, on va dire, euh, à se séparer, des autres.
Et on va peut-être avoir des fois l'impression qu'on est supérieur aux autres, ou des fois on aura l'impression qu'on est inférieur aux autres. Mais de toute façon, l'ego, il va nous raconter une histoire pour se dissocier des autres. Et puis l'expérience du prana, c'est quand même une expérience qui est assez fantastique. C'est l'expérience, en tout cas, la plus directe que je connaisse, qui va nous prouver qu'on est justement des êtres spirituels dans une expérience incarnée. Et puis, si, par exemple, on s'annonce en tant que spirituel, on dit, ah, ben, j'arrête de manger, euh, on pourrait imaginer, on pourrait associer avec cette expérience du prana de la spiritualité. Or, ça, c'est aussi un raccourci de l'ego. Il y a des gens qui sont très spirituels, ils ne travaillent pas vraiment sur leur nourriture. Il y a des gens qui ont peut-être beaucoup travaillé sur leur nourriture, mais ils ne sont pas forcément très spirituels. Alors, peut-être qu'on peut définir qu'est-ce que c'est la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est d'arriver dans cette expérience où on réalise qu'on est tous un, où on cherche, on va dire, cette harmonie et cette collaboration avec le tout. On peut parler du chant quantique. euh, voilà. Donc pour moi, ça, c'est l'aspect spirituel. Donc c'est pas celui qui a les beaux discours philosophiques ou même qui travaille avec le monde spirituel. Il y a des gens qui travaillent avec le monde spirituel et ils sont pas forcément eux-mêmes spirituels. Euh, et puis derrière l'expérience du prana, en tout cas au départ, au début de mon chemin, moi je me suis dit, ok, ben, si je suis pranique, je serai spirituel et je serai heureux. Non, c'est l'inverse. Si je suis heureux et je suis bien connecté avec mon âme, je serai bien connecté avec le tout. Et du coup, comme conséquence, il y aura le prana. Donc là, ce qui est important, c'est que si je fais quelque chose qui est basé sur mon ego, je vais toujours être confronté à des expériences qui vont amener de la souffrance. Donc l'idée, ce serait de prendre conscience de cette expérience, de créer un contexte idéal, et puis ça, on peut en parler maintenant. Qu'est-ce que c'est le contexte idéal pour que le prana nous rattrape? Et après, lâcher prise avec ça. Parce que si on commence à forcer, et il faudrait qu'on creuse un petit peu plus pour voir qu'est-ce qui est derrière. Quelle est la partie de mon ego qui a envie de devoir manifester ça? Est-ce que j'ai quelque chose à prouver à mon entourage? Est-ce que j'ai un manque d'estime de moi que je vais combler de cette façon-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce, qu'on, ce, qu'on, ce que moi j'appellerais un contexte idéal, ce serait justement une harmonie de tous les corps le plus possible dans l'instant présent, en fait, le plus souvent possible dans l'instant présent pendant une journée. Alors, si la personne, elle arrive au travers de ses méditations à amener cet état méditatif tout au long de sa journée, pour moi, c'est le 90% du travail, ou voire même plus. Après, il faudrait simplement poser l'intention au niveau cellulaire de s'alimenter de cette façon-là. Il y a peut-être aussi un nettoyage spécifique à faire sur certaines mémoires. Notre corps physique est mort de soif, est mort de faim. Peut-être qu'il y a aussi des mémoires au niveau des égrégores collectifs à nettoyer, en tout cas à se rendre indépendant par rapport à ça. Et puis après, pour être capable d'accepter pleinement cette information de manière directe, sans que ça passe au travers de l'alimentation. Mais ça, c'est peut-être les derniers pourcentages. Si on arrive à être dans l'instant présent avec une bonne vibration, c'est le gros du travail. C'est pour ça que souvent les gens ils sont concentrés sur l'alimentation. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à l'étape pranique? Alors il y aura beaucoup de jeûnes qui seront faits, etc. Mais pour moi, ça c'est la pointe de l'iceberg. Le gros du travail, c'est d'être en harmonie avec soi dans l'instant présent. Et ça peut être aussi beaucoup plus large, le comment on fait pour y arriver. Euh, Moi, je propose des stages, euh, et puis les stages, ils sont basés justement sur le chamanisme et apprendre à se guérir au travers de la méditation. Donc, on commence à se connecter à son biochamp, à son aura, on regarde comment ça circule, on regarde là où il y a des blocages. Donc, on apprend à être un guérisseur et on apprend aussi à se connecter au monde spirituel. Parce que c'est beaucoup d'amis qui sont dans le monde spirituel qui sont prêts à nous aider. Et quand ils sont là, il y aura aussi beaucoup de guérison et il y aura la vibration qui va aussi changer. Et au travers du fait d'apprendre à devenir un guérisseur, d'apprendre à se connecter au monde spirituel, l'étape d'après, ben, c'est justement d'apprendre à devenir pranique. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le cheminement que je propose. Comme j'ai dit avant, chaque personne aura peut-être un chemin différent. Ce qui est aussi important, c'est de découvrir votre propre chemin, savoir qu'est-ce qui vous amène du bonheur sur ce chemin-là, qu'est-ce qui vous amène aussi de la guérison au niveau spirituel. Et puis, de toute façon, si c'est associé à ça, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Mais si, par exemple, vous faites des jeûnes puis vous n'arrivez pas à être bien avec vous-même dans la période de jeûne, c'est que c'est peut-être le moment, en fait, de vous arrêter à ce moment-là. Parce que il y a peut-être un peu trop de tension dans le corps émotionnel et puis l'énergie a besoin d'être redirigée sur un autre corps. Parce que si vous faites un jeûne et que toute votre attention elle est sur le corps physique, alors c'est parfait. Là, vous pouvez maintenir le plus longtemps possible. Mais si en permanence votre attention elle est au niveau du corps mental ou du corps émotionnel,
c'était pas forcément avisé de travailler sur un jeûne, en tout cas pas sur des périodes trop longues. Donc ça, c'est ce qu'on doit savoir, c'est que notre corps, il a quand même une certaine réserve. Et puis si on fait quelques jours où on n'est pas dans le prana, ben, on va taper un petit peu alors, dans l'alimentation qu'on a dans notre estomac, dans le sang aussi. Mais après, c'est OK, ben, le lipide qu'il peut avoir dans le corps, et l'étape d'après, ben, c'est aussi les organes qui vont commencer à prendre. Donc l'idée, c'est pas d'arriver à cette étape-là où le corps est en train gentiment de mourir, en fait, de prendre ses stocks dans les tissus du corps. Donc l'idée, ce serait d'avoir justement de la sagesse, savoir quand est-ce qu'on est dans la première expérience, où on permet de nettoyer son corps physique, où on permet de travailler plus loin, on va dire dans le corps mental ou le corps émotionnel, et puis quand est-ce qu'on est, on va dire en zone rouge, quand est-ce qu'on n'est plus en train d'alimenter suffisamment d'énergie notre corps physique, et puis là, on devrait faire simplement une pause et méditer pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer à ce moment-là, que ce soit le corps émotionnel ou le corps mental. Alors, le contexte idéal, j'en ai parlé. Après, le comment y arriver, moi, je vous proposerais de trouver une dynamique quotidienne pour méditer. Alors, par exemple, ça peut être 3 fois 10 minutes, justement les 3 méditations qu'on a parlé. Alors, ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être même le matin et le soir. Il n'y a pas de, il y a pas de limitation, on va dire, à se connecter à son âme. Là, je reviens du Pérou, j'ai fait 4 mois là-bas. J'ai passé 3 mois dans un centre de retraite dans la forêt amazonienne. Je pense que je devais avoir 7 heures de méditation par jour là-bas. Alors, c'était prévu pour ça. C'était un centre pour travailler avec l'ayahuasca. Donc, l'ayahuasca, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plante médecine, c'est une vigne d'Amazonie qui nous permet justement de faire consciemment, plus facilement des voyages. C'est comme si on rentrait, on va dire, dans l'état de rêve. Parce que souvent, on se souvient des rêves quand on se réveille dans le rêve. Là, en prenant ce breuvage, on va pouvoir se connecter avec son subconscient. Alors, c'est pas juste du tourisme onirique, c'est beaucoup de travail parce qu'on va être connecté avec notre émotionnel, on va être connecté avec justement les cristallisations de notre aura, et puis il y aura ces souvenirs d'enfance qui n'étaient peut-être pas forcément digérés, qui vont revenir en surface. Et puis, c'est aussi une plante qui va nous permettre de purger. Donc, il y aura aussi peut-être souvent le fait de vomir. Donc, c'est pas une cérémonie d'ayahuasca, c'est pas des vacances. Par contre, c'est beaucoup de guérison. Mais si je reviens juste par rapport à ça, 7 heures de méditation par jour, c'est pas quelque chose qu'on peut spontanément y arriver. C'est quelque chose qu'on doit construire. C'est-à-dire qu'on doit être bien avec soi dans l'instant présent. Alors, quand on commence la méditation, chaque minute, elle est comptée. C'est très intense. On va sentir tout ce remue-ménage à l'intérieur. Puis, au fur et à mesure, ça va commencer à ralentir. Donc, si avec le temps, vous arrivez à augmenter ce temps de méditation, c'est parfait. Et puis après, vous allez commencer de plus en plus à observer que cet état méditatif, vous allez pouvoir l'appliquer quand vous êtes en train de travailler, quand vous êtes en train de lire, quand vous êtes en train de faire votre sport, etc., euh, tout le reste de la journée. Ça, c'est pour la vibration, pour la connexion avec notre spiritualité. Deuxième étape, ce serait peut-être aussi euh, de peut-être faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Parce que notre estomac, on a l'impression qu'il est là juste pour digérer la nourriture. Mais en fait, il est aussi essentiellement là pour digérer les émotions, pour digérer en fait les informations. Et puis plus on va lui laisser du temps sans digestion, donc digestion d'aliments physiques, plus on va lui laisser du temps pour faire son travail, pour travailler sur les énergies. Alors si par exemple vous oubliez le déjeuner, ou vous oubliez le souper, bah, vous pouvez avoir peut-être une fenêtre de 6 heures où là vous avez peut-être vos 2 repas, et puis le troisième repas il est mis de côté. Et puis après, ben, peut-être que vous serez intéressé d'avoir peut-être plus qu'un repas, etc. Donc il peut y avoir tout un processus d'évolution. Et à chaque fois que vous sentez que vous avez faim, peut-être chercher à vous poser la question si c'est votre corps physique qui a faim ou votre corps émotionnel. Et si c'est votre corps émotionnel, allez en méditation et nettoyez la partie de vous qui vous appellerait à consommer quelque chose pour boucher un trou. Il y a une expérience de manque quelque part et on va utiliser l'alimentation pour compenser cette frustration. Alors, si vous êtes bien connecté dans l'instant présent, en général, il n'y aura pas cette faim qui va arriver. Et c'est justement là où on verra la difficulté de ramener, avec au départ pas mal de discipline, à chaque fois notre conscience dans l'instant présent. Et là, on voit l'intérêt justement de la méditation. Et puis, il y a d'autres personnes qui préconisent aussi peut-être de faire un jour de jeûne sec par semaine. Alors, ça peut être très intéressant parce que le jeûne sec, c'est quelque chose qui permet aussi de travailler sur les mémoires. Euh, alors, dans le corps, on a des mémoires qui sont stockées dans les tissus adipeux, dans les lipides, et il y a aussi beaucoup de mémoires qui sont stockées dans l'eau. Et le fait de travailler sur un jeûne sec, ça va nous obliger à travailler, on va dire, sur l'eau,
un autre plan vibratoire et aussi à travailler sur les mémoires en même temps. Donc ça, je vous proposerais peut-être plutôt dans un deuxième temps de faire ça, comme vous êtes déjà avec un jeûne intermittent, une méditation régulière, peut-être à une demi-heure, à 2 fois une demi-heure par jour. Euh, Là, ce serait quelque chose qui s'installerait de manière aussi naturelle. Laissez votre corps, on va dire, vous dire qu'est-ce qu'il a envie de manger ou pas manger, quand est-ce qu'il a envie de faire une pause, etc. C'est lui, en fait, qui devrait vous amener vers le prana, et pas le mental qui devrait essayer de forcer un programme et de mettre le corps physique dans telle ou telle case pour ce mois-là, et puis le mois d'après, une autre case, etc. C'est vraiment une notion de patience et de persévérance avec ça. Et quand je dis persévérance, c'est avec beaucoup de douceur. Euh, L'amour inconditionnel, c'est une énergie très douce qu'on peut juste accueillir. On ne peut pas forcer la douceur de venir. Et plus on arrivera à garder l'espace pour qu'il y ait cette énergie qui se manifeste en nous, plus le processus aura lieu au final. Il n'y aura même rien besoin d'autre de faire que d'être le témoin de cette magie qui s'installe. Et puis, si vous le faites, moi je vous remercie déjà parce que le collectif aura envie de se connecter auprès de vous et d'apprendre dans votre aura. L'avenir de l'humanité, c'est vraiment de se libérer de ce cycle, on va dire, de prédation, que ce soit avec la viande, et même aussi, on va dire, tous nos comportements associés à faire des plantations à grande échelle pour les légumes et autres. Oui, alors si encore une autre question, très volontiers, ouais. Et puis je vois que ça vient gentiment le timing. Alors, Je, oui, je voulais savoir si, je voulais savoir, La question, je voulais savoir si tu avais des informations ou une connaissance à propos du prana liquide et s'il y avait un rapport avec la glande pinéale. oui. Alors, le prana liquide, si on regarde au niveau de la culture hindoue, ils vont parler du soma. Et puis, il y a vraiment des initiations yogiques et puis des méditations spécifiques où ils vont incliner aussi la tête de manière spécifique pour travailler dans la glande pinale. Puis au bout d'un moment, ils vont peut-être sentir comme un goût presque mielleux, sucré, qui va commencer à glisser à l'intérieur. Alors ça, c'est la partie que je connais par rapport au soma. Mais ce que j'ai envie de dire, euh, de manière naturelle, la glande pinéale va diffuser beaucoup de belles molécules. Je parle avant de l'ayahuasca. Dans l'ayahuasca, il y a justement aussi du DMT. Et ce DMT, c'est la molécule qui est diffusée dans notre glande pinéale. Justement, quand on travaille dans les rêves, quand on travaille avec on va dire une ouverture de conscience, on travaille aussi avec la DMT. Alors, je ne connais pas plus que ça avec le prana liquide. Euh, Par contre, je sais que la glande pinéale, c'est vraiment la porte avec notre spiritualité. Donc, rien que le fait de méditer à cet endroit-là, on va commencer déjà à la décalcifier parce que malheureusement, dans nos eaux, souvent, il y a du fluor. Alors, peut-être faites une recherche sur Internet pour un petit peu l'impact du fluor sur la glande pinéale et autres, mais dès qu'on arrive à nettoyer ça, il y a beaucoup plus de choses qui s'installent. Euh, j'ai envie de dire, derrière le mot prana, il peut y avoir beaucoup de choses différentes. Pour moi, le prana, c'est plutôt une information, une énergie de vie qui est partout présent dans le champ quantique autour de nous. Alors, pour moi, le connecter à quelque chose de matériel, si tu veux, et puis de liquide, pour moi, ça s'éloigne un tout petit peu de cette définition-là. Mais on peut évidemment voir dans le corps physique des conséquences de cet état vibratoire maintenu pendant un certain temps. Merci. Merci bien. Fabio, tu me dis quand je dois m'arrêter, hein. Merci. Sinon, très content avec les questions, hein. Tu peux continuer. Oui, ça marche. Alors, une question, tu as dit que on est lié à la planète Terre, quand on faisait un avec elle. Quelle est ta vision de la situation actuelle de cette phase Mhm. Oui, alors merci bien. Je pensais pouvoir m'échapper de cette dynamique politique. Alors, au final, c'est le deuxième sujet que je voulais parler, puis que finalement j'ai mis de côté. C'est quand j'ai parlé d'écologie interne et écologie externe. Alors, à un moment ou l'autre, on va vraiment réaliser qu'on est dans une pièce de théâtre et que tous les acteurs qui sont autour de nous sont juste des représentants des acteurs qui sont à l'intérieur de nous. Donc, si par exemple, on a un politicien qui nous embête, si on a une situation politique de manipulation qui nous embête, la question qu'on devrait se poser, quelle est la partie de moi qui a manifesté ça? Et se poser en méditation dans le cœur et commencer à travailler sur les énergies. Parce que si on arrive à cette masse de critiques de personnes qui ont suffisamment nettoyé, on va dire, la corruption, les mensonges, l'état profond à l'intérieur de leur aura, l'extérieur ne va plus pouvoir manifester ça. Donc là, on est vraiment dans une phase de transition collective qui est très impressionnante. Il y a un éveil spirituel
partout dans le monde maintenant qui est très intense. J'ai beaucoup d'espoir pour la suite du collectif. Alors là, on est dans une phase qui est un petit peu, on va dire, difficile, mais si je regarde un tout petit peu dans l'évolution énergétique, on n'est pas dans un passage plus difficile que ce qu'on était avant. La différence, c'est que maintenant, on voit les problèmes. Avant, il y avait les mêmes égrégores de manipulation, de corruption, etc., mais on n'en avait pas conscience. Maintenant, on en prend conscience et on voit qu'est-ce qu'il nous reste à travailler. Et là, ce que je vous propose, c'est de rapidement passer, on va dire, à la vitesse supérieure, dans le sens qu'il y a eu 3 ans, on va dire, de quarantaine, de pandémie, donc ça s'est associé à la peur. Donc il a fallu 3 ans pour passer de l'énergie de la peur à maintenant l'énergie de la colère. L'énergie de la colère, c'est récupérer son espace, c'est vouloir de la justice, c'est vouloir de la vérité. Or, ce qui se passe, c'est que si on fait une manifestation contre quelque chose, en fait, on va l'alimenter. Alors, si je reprends juste les mots de Mère Teresa elle disait, si vous faites une manifestation contre la guerre, je ne viendrai pas. Par contre, si vous faites une manifestation pour la paix, je viendrai. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de rendre obsolètes tous ces anciens systèmes de manipulation et de corruption, c'est-à-dire de vous focaliser sur l'amour inconditionnel, sur la collaboration dans l'ici et maintenant. Et on est beaucoup plus puissant qu'on peut s'imaginer. Si vous vous concentrez, par exemple, à bien vous occuper de votre jardin, en même temps, vous êtes en train de soigner la forêt amazonienne. Si vous soignez les rapports avec votre voisin, vous soignez toutes les notions qu'il y a avec l'humanité. Donc, en fait, le fait de créer de notre entourage, on va dire un paradis, on impacte le macrocosme. Notre microcosme, déjà notre corps physique, a un impact sur l'extérieur, si on peut dire ça comme ça, mais notre vie directe autour de nous a un impact aussi au niveau du collectif. Et là, on est dans une phase de réunification. Alors, si on regarde ces dernières années, il y a eu un systématique pour nous isoler, nous séparer. Mais tous ceux qui sont en train de vibrer maintenant dans le cœur sont en train de se retrouver. Là, vous êtes en train de vivre un week-end fantastique, c'est exactement ça. C'est des gens qui sont inspirés par la spiritualité, qui sont en train de se connecter dans le cœur. Et juste par le fait d'être dans un acte de présence avec d'autres personnes avec cette même intention commune, c'est déjà une manifestation très forte qui aura des conséquences, on va dire, dans tout le collectif. Alors, j'aurais envie de dire, prenez acte de tout ce qui se passe autour de vous. Ne vous cachez pas des jeux de manipulation ou des mensonges qui sont là, mais allez directement à l'étape d'après, c'est-à-dire nettoyer la partie de vous qui a manifesté ça. Que vous n'ayez plus besoin de recevoir en permanence peut-être ces informations ou ces frictions avec l'extérieur. Pour manifester, on va dire, la Terre, un jardin d'Éden, c'est ça qui nous a été promis et c'est ça qu'on va manifester ces prochaines années. Euh, Moi, si je regarde juste déjà de manière très concrète, dans mon village et la ville qui est autour, ces 10 dernières années, il y a eu énormément de groupes de méditation, de groupes de yoga qui ont commencé à s'installer. L'alimentation, elle est en train de changer. Si on regarde la quantité de végétariens à l'heure actuelle et puis il y a 10 ans en arrière, ça n'a juste rien à voir. Et si on regarde au travers des médias, il y a de plus en plus de vérités qui sont en train de percer. Alors, la majorité, ça reste encore de la manipulation, mais on arrive de plus en plus à amener de la vérité. Donc, on est dans une révolution phénoménale. Après, ce que j'ai envie de dire, les indigos, donc tous ceux qui viennent à Festival Pranic, c'est des gens qui sont dans cette dimension vibratoire. Ils ont beaucoup travaillé ces dernières années, parce que souvent, c'est des gens qui sont très connectés au niveau du collectif, et toute leur histoire personnelle va aussi avoir un impact aussi plus large. Donc, c'est comme si leur corps physique ou leur situation de vie va être un petit peu un laboratoire à une échelle aussi plus large. Donc, ça peut être aussi beaucoup de remue-ménage. Donc, ne prenez pas, j'aurais envie de dire, de manière personnelle, toutes vos histoires dans votre vie, parce que vous êtes certainement en train de travailler sur une dimension plus large. Alors là, j'aimerais pas rajouter de l'ego spirituel, il y a assez d'ego partout, mais vous êtes des acteurs clés, on va dire, de ce changement de paradigme. On est au devant, on va dire, d'une nouvelle scène qui va être agréable pour tout le monde. Ok, alors tout bon pour tout le monde. Bonne suite de week-end. Au plaisir de vous voir l'année prochaine.